Bonjour à tous pour l'épisode 4 cette fois-ci. Ouais, ça va être l'épisode 4. Là, cette fois-ci, je le fais avec ma sœur, avec ma Russ, comme on dit ici, qui s'appelle Alex. Alex, qu'est-ce qui t'amène sur le podcast, tiens? Moi, j'ai été invitée par toi. Oui. Et genre, c'est puisque t'as voulu y contribuer et tout, une raison comme ça? Ok, je vois. Du coup, explique-nous ton parcours scolaire, ce que tu as fait en études et même le travail que tu fais, le domaine dans lequel tu travailles, quoi. Alors moi j'ai fait une licence en économie, puis une licence en droit, puisque je préférais le droit. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mathématiques en économie. Ensuite là j'ai fait un master en droit des assurances et j'ai terminé mes études. Du coup je suis dans le domaine du droit des assurances. Ok. Et toi du coup t'avais fait bac général et tout, Oui, le parcours classique, ouais. Ok, je vois. Et bon là c'est un cas exceptionnel en fait, ma soeur, vu que genre toi t'es né en Afrique mais t'as grandi en France, quoi. T'es venu en France à partir de tes 2 ans, c'est ça, ou? Oui, 2-3 ans. 2-3 ans, ok. Elle est venue à ses 2-3 ans en France. Et donc, du coup, elle a fait un tout petit peu son enfance là, en Afrique, mais elle a surtout passé quasi toute son enfance, en fin de compte, en France. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, genre, vu que c'est vrai que 2-3 ans, t'as pas trop de souvenirs là-dedans et tout, mais bon, si t'as un souvenir, genre, la transition de passer en Afrique en France, genre, ça t'a fait quoi, en fait? Genre, c'était compliqué ou... en vrai, ça allait, quoi. Pour moi, c'était très simple vu que j'avais aucun souvenir. En fait, là, à l'heure actuelle, je me rappelle pas du tout. De 3 ans, j'avoue que j'ai aucun souvenir. Je saurais même pas te dire comment c'était là-bas quand j'étais toute petite. Non, pour moi, j'ai toujours connu la France, donc je connais pas. En tout cas, j'ai pas grandi là-bas. Au Congo. Ouais. Et du coup, j'ai pas de souvenirs spécifiques. Mais genre, toi qui es né au pays et tu y es retourné, tu vois, quand t'étais âgé, genre, la vie là-bas, est-ce que on est bien d'accord, est-ce qu'elle est bien meilleure qu'en France? Et genre, justement, puisqu'elle est meilleure, pourquoi tu la trouves en fait justement meilleure qu'en France, en fait? Après, ça se trouve, tu trouves la vie en France meilleure, quoi, mais c'est ça la question, quoi. Je dirais que je suis pas vraiment dans l'optique meilleure, pas meilleure. Je me dis, j'ai pas forcément beaucoup vécu au Congo, donc je pourrais pas dire c'est meilleur là-bas, comme je peux pas dire c'est meilleur ici. En tout cas, moi, je connais juste la France, vu que j'ai juste vécu en France, donc je peux pas vraiment dire c'est ce que je connais en fait. Et après, on va dire, j'étais partie au Congo pour les vacances, et j'ai beaucoup aimé dans le cadre des vacances, et j'ai bien aimé la vie là-bas, j'ai bien aimé les personnes qui étaient, que je trouvais accueillantes, j'ai bien aimé la nourriture également, et voilà, je sais pas si je réponds à ta question. Ouais, genre en fait, en fin de compte, toi t'as très bien aimé l'Afrique, enfin le Congo, mais genre tu peux pas vraiment te dire lequel est le mieux entre le Congo et la France, surtout que t'as été dans un cadre des vacances, alors qu'en France, genre toi on y vit, c'est mon quotidien, c'est pendant les semaines de travail et tout. Etc., vacances d'hiver et tout, alors que nous, tu vois, on y est allé surtout les vacances d'été, et dans le cadre des vacances, donc on n'a pas vraiment un vrai feedback. Et bien en plus, comme genre tes toutes premières années quand t'étais tout bébé, tu t'en souviens pas vraiment, donc voilà, moi si je vois, genre c'est vrai que dans un certain sens on peut pas vraiment comparer, quoi. À la limite, si je devrais être plus pointu, tiens, vu que toi t'as fait toi, t'es quelqu'un, comparé à moi, qui sort et qui, genre, en France, tu vois, tu fais des sorties et tout. Et pendant les vacances d'été, genre, en comparant des vacances d'été entre la France et l'Afrique, comment c'était? Genre,
en comparant les points positifs et les points négatifs et lequel t'as senti, lesquels entre les vacances au pays et les vacances en France, t'ont senti vraiment, t'as le plus kiffé quoi. Là, je pense que là on peut, là tu peux avoir une idée. Moi, je dirais que déjà, je suis pas trop fan de la comparaison. De façon générale, on compare des choses qui sont assez similaires. On compare des choses, on va dire, enfin, déjà de base, je suis pas quelqu'un qui aime tant que ça comparer. Je me dis pourquoi dire quelque chose est mieux, quelque chose est moins bon, alors qu'on peut avoir les deux. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le sens où, genre, lesquelles des deux vacances t'as le plus kiffé, quoi. C'est ça que je cherche à savoir, quoi. Bah, j'ai bien aimé les deux, si tu veux. Ouais, mais est-ce que genre, t'as le plus de souvenirs entre faire des vacances, au pays après, et faire des vacances en France, ce qui est sûr, c'est qu'au Congo, ça change totalement du cadre que je vois au quotidien. C'est sûr que c'est un pays qui est totalement différent, donc forcément, t'as l'impression de découvrir plus de choses. Parce que c'est vrai qu'en France, généralement, c'est la même chose que tu vois régulièrement, que ce soit des vacances ou même au quotidien, tu changes pas vraiment de cadre. Là, c'est sûr que là-bas, le cadre était différent, les couleurs étaient différentes. Enfin, tout était différent, donc forcément, il y a un côté très nouveauté, un côté très découverte, un côté très intéressant aussi. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les vacances là-bas. Donc, tu peux pas vraiment, t'as pas vraiment de préférence, en fait. C'est ça le truc, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est sûr que j'aime bien, c'est changer de cadre. Et c'est vrai que là-bas, ce que j'ai bien aimé, c'était le côté que j'avais jamais vu par ailleurs. Donc, voilà. Mais après, est-ce que je dirais je préfère ou je préfère pas, ouais, on va dire que c'est pas une logique dans laquelle ouais, tu t'as du mal à avoir une préférence, quoi. Les deux, ça se vaut, quoi. Ok, je vois. Bon, du coup, est-ce que toi, le fait qu'on y soit allé, tu vois, est-ce que tu penses pas que ça a été l'un des meilleurs entre guillemets investissements qu'on puisse faire, nous, des enfants de migrants en sorte, qui sont des enfants qui sont nés dans un pays là où ils sont pas originaires, quoi. Est-ce que tu penses pas que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire, nous, la meilleure chose qu'on puisse faire, rien que pour avoir de meilleurs repères et tout, quoi. Je dirais que c'est très important comme démarche que d'aller dans son pays d'origine, de voir ses racines, de voir de voir aussi une partie de sa culture. Je trouve que c'est une bonne chose et c'est très important de le faire, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Ok. Ça, c'est une question, j'avoue que c'est une question un peu bon, c'est pas qu'elle est bizarre, mais genre vu que toi t'es né au pays, c'est-à-dire au Congo, mais t'as pas fait ton enfance t'as pas vraiment fait ton enfance là au Congo, genre est-ce que toi tu te sens plus congolaise que française en termes de nationalité ou non, pas vraiment? Oui, je dirais que je me sens totalement congolaise vu que c'est là-bas que je suis née. C'est aussi quelque chose qu'on remarque, on va dire, physiquement. Oui. Donc oui, forcément, je me sens congolaise. Ouais, mais genre est-ce que t'as vraiment ce côté-là, le fait que t'aies la nationalité française, est-ce que genre ça, si quelqu'un dans la rue il te dit toi t'es une Congolaise, t'es pas une Française, est-ce que ça va te poser problème ou pas? Franchement non. Non. Ça va pas me poser problème. Moi je sais moi-même qui je suis, je sais quelle nationalité j'ai, qu'une personne extérieure elle vienne on va dire entre guillemets auto-diagnostiquer ou me catégoriser, pour moi ça n'a aucun, enfin ça me passe complètement au-dessus de la tête si je puis dire. Ouais. Mais au pays, genre, par exemple, quand ils nous voient, mais même toi, quand on te voit, on te dit pas que, on sent pas que t'es né là-bas, tu vois, t'es né au Congo, au Brazza. Ceux de Brazza, ils disent pas que ils sentent pas que t'es né dans Brazza, ils disent que t'es une Parisienne. Toi, comment ça se fait pour toi? Genre, est-ce que tu penses que c'est l'accoutrement, c'est la manière de parler, la manière de se comporter, ou genre c'est autre chose? Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi l'accent quand tu parles.
je pense que forcément ça se voit vu que dans, dans tous les pays, il y a entre guillemets des codes ou des manières Ouais. d'être, des manières de fonctionner communes. C'est un peu le propre de la socialisation et du fait de la vie en communauté. Mhm. Donc je trouve ça normal que de par, on va dire, ce que je renvoie ou par mon apparence ou de ma manière de parler, etc., c'est normal que forcément on sente que j'ai pas toujours vécu là-bas. Mhm. Après, l'essentiel, c'est de, comment dire, c'est de comme, enfin que ça soit pas handicapant dans, enfin de l'essentiel. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi même dans d'autres pays. Mhm. Euh, Même genre si par exemple on est sur Paris par exemple, on Mhm. pourra avoir généralement, en plus c'est quelque chose que que beaucoup font, c'est de dire ah il y a des touristes. Du coup Ouais, ouais. forcément quand tu vois une personne, tu sais que c'est un touriste ou une touriste de par la manière dont elle est habillée ou de par la manière dont la personne elle parle. Mhm. Après ce qui compte c'est de pas être offensant, c'est de pas faire quelque chose de outrageant par rapport à dans le pays dans lequel t'es. Ouais. Euh, que après si tout le monde peut communiquer on va dire j'allais dire en harmonie mais c'est pas vraiment le terme exact, mais si tout le monde peut communiquer de manière calme, respectueuse, etc., il n'y a pas de problème, pas de problème. Mhm. Mais genre, mais ce fait-là quand même, qu'on te dise que t'es une Parisienne ou que genre à Brazza, pour eux, genre t'es pas né au pays. Est-ce que toi ça te fait rien? Ça te gêne ou pas? Ça me gêne pas, au même titre que ce que tu avais dit tout à l'heure. Si dans la rue on me dit ah ben t'es congolaise par exemple, pour moi c'est, on va dire, c'est vraiment c'est pas ma préoccupation du Ouais. tout en fait. Ouais, ça Ça te passe. m'atteint pas spécialement. Surtout tu sais où t'es né et tu C'est sais ça. qui t'es quoi. Ouais. Mm. Ah, si je vois. Mais est-ce que genre ça c'est je vais parler surtout de la passion, mais que toi t'aimes bien écrire, c'est ça? Genre est-ce que toi écrire des livres en fin de compte ça t'a aidé genre au fait que vu que c'est vrai que toi t'es né au pays, tu vois. Mais Ouais. genre t'as pu y retourner. Moi j'y suis allé, genre j'avais quoi la première fois j'avais 14 ans, toi tu y allais, t'avais 19 voire 20 ans. Là, Mhm. quand tu y es retourné depuis genre depuis tes toutes premières années sur Terre, genre il a quand même dû se passer de longs moments où t'es resté qu'en France. Et genre tu penses pas que écrire des livres ça t'a aidé à je sais pas à bien vivre en fait ici à kiffer ta life quoi. Oui, on va dire que c'est un loisir, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc forcément oui, ça m'a aidé, comme tu dis, à kiffer ma life. Ouais, ouais, vu que moi j'ai remarqué ça, c'est que genre les passions ça permet de que tu sois une personne qui genre n'a pas de repères quoi, qui ne connaît pas son pays, qui connaît pas ceux qui le dirigent, qui ne connaît rien, tu vois, qui connaît rien Après, de moi, je ses me origines suis et tout. jamais sentie vraiment sans repère, tu vois. Enfin, je pense que sans repère, c'est quand même un mot qui est... C'est un mot quand même grand, tu vois. Enfin, Oui. je me suis jamais sentie vraiment sans repère, puisque en soi, j'avais toujours ma famille, j'avais mes amis, j'avais une vie, on va dire, à vivre, avec je savais qu'est-ce que ce que je devais faire, où je devais aller, qu'est-ce que... Mhm. Je me suis pas sentie sans repère ou sans... ou de... Je sais pas. Mais en tout cas, écrire, au même titre que j'aime bien le dessin, Mhm. c'est des activités que j'aime bien, puisque c'est des loisirs, c'est mes passions, c'est des Ouais. choses importantes pour moi. Ouais, mais justement genre écrire tes livres. Est-ce que Mm. toi tu comptes écrire tes livres, les éditer au pays ou genre c'est pas une idée qui t'a traversé Euh, Pourquoi pas? C'est pas quelque chose pour l'instant. Pour l'instant, j'écris parce que j'aime bien. Et Mhm. ensuite, je vois par rapport aux opportunités qui s'offrent à moi, qu'est-ce que je peux faire. Ouais, que tu vois genre écrire des livres, l'avantage c'est que genre
Déjà, c'est quelque chose, c'est un peu un des bienfaits, genre, ça permet de se décharger, et puis surtout, genre, écrire, ça permet de relever le niveau de lettré au pays, quoi, vu qu'il y a un problème au niveau du pays, il y a pas mal d'illettrés, quoi. C'est ce que j'ai Après, pu là, remarquer moi-même, et c'est ce que des proches, même les parents nous ont dit, quoi, tu vois. après, je pense que la problématique de l'illettrisme, c'est plus dans un cadre scolaire. Je Ouais. pense que ce qui serait bien peut-être, c'est de peut-être mettre à la portée euh, des outils, que ce soit... parce qu'en vrai, même si j'écris des livres, ça va pas forcément résoudre le problème de l'illettrisme parce que si tu sais pas lire à la base, enfin, il faut commencer par le début, commencer peut-être à apprendre l'alphabet, commencer avec des livres pédagogiques peut-être adaptés. Et c'est vrai que moi, je suis plus dans la rédaction de fiction. Mhm. Et donc, c'est des... Comment dire, c'est des livres qui sont déjà, il faut déjà commencer. Enfin, je sais que moi, par exemple, à l'école primaire, j'ai pas commencé à la lecture avec des livres de fiction. J'ai commencé par des livres là où il y avait l'alphabet, des livres Mhm. avec des mots, puis après des livres avec des phrases simples, etc. C'est progressif, tu comprends? C'est pas, Ouais. tu peux pas mettre, enfin tout doit aller par étapes, à mon avis. Et voilà. Ouais, mais genre, ton livre que t'avais fait, par exemple, qui était un livre inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, Mhm. c'est vrai que l'écriture, c'est pas du Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu plus compliqué, mais genre, justement, en lisant ce livre, on peut prendre goût à la lecture et ça peut nous Oui, oui, aider tout à fait. À aimer connaître, la lecture, à oui. connaître davantage de vocabulaire et même à Mhm. améliorer, à perfectionner son niveau de lecture, entre guillemets, Mhm. quoi. Donc, c'est vrai, en quelque sorte, c'est vrai ce que tu dis sur le fait que, ouais, il faut avoir des bases, mais tu penses pas qu'en réalité, lire quand même des livres comme les livres que tu fais, ça peut aider à, non pas juste approfondir ses bases, mais à même se refocus sur les bases, quoi, tu vois. Histoire de mieux comprendre ton livre et Oui, oui. prendre la lecture, et en même temps que tu reprends la lecture, tu, t'apprends les bases, quoi, quand même. Mhm. Donc, en quelque sorte, moi, je pense quand même que ça peut être un bon truc, quoi. Mhm. Après, c'est à toi de voir, tu vois. C'est Après, comme les histoires d'auto-édition et édition. l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde assez connecté. Ouais. Tu peux, dans tout, enfin, à partir du moment où tu as Internet, tu peux, à peu près partout dans le monde, lire ou même avoir accès à de la documentation, avoir Mhm. accès à des ressources. Donc, il y a un côté très mondial ou même enfin, de partage, tu vois, qui peut être à très grande échelle. Ouais, mais après, le problème, c'est que ceux au pays, ceux qui ont accès à Internet, tu vois, c'est ceux qui ont les moyens, quoi. Hmm. Genre, c'est vrai qu'au pays, il y Après, a je des pense que gens... ceux qui ont accès aussi à tout, même la lecture, c'est des personnes qui peuvent avoir les moyens. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai que ça coûte cher au pays, les livres. Mais justement, genre... bon, il Après, je faudra arranger pense ça, aussi, oui. enfin, en tout cas, je pense que malheureusement, déjà, il faut peut-être pas généraliser tout le monde. Je pense que, certes, il y a des problèmes d'illettrisme, Oui, mais c'est pas tout le monde. oui, c'est Il pas y a tout le de monde. tout. Mais il y en a beaucoup, quand même. Deuxièmement, oui, il y en a beaucoup. Mais deuxièmement, malheureusement, si on a par exemple des problématiques particulières, par exemple l'accès à la lecture, Mhm. ça veut dire qu'on a aussi beaucoup d'autres problématiques. Ça peut être par exemple la nutrition, manger, Mhm. se loger, avoir en fait un minimum de base. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que quelqu'un peut avoir d'autres priorités en fait que juste lire, tu vois. Déjà, Ouais. tu peux avoir besoin de manger. Si tu peux pas manger, tu vas pas forcément accès beaucoup d'importance à la lecture. C'est secondaire et puis ça va pas te servir à grand chose. Ça sert quand même à beaucoup de Oui, choses, ça lire. sert à beaucoup de Ça sert choses, mais c'est dans la tête, quand pas, même. oui, c'est important, mais je veux dire, c'est par rapport il y a les besoins primaires et il y a les besoins secondaires. Et ça Oui. rentre un peu dans des besoins secondaires. Donc je pense que il y a un type, peut-être que je me trompe, mais la population qui peut être atteinte d'illettrisme, malheureusement, ça peut être aussi la même population qui peut avoir d'autres difficultés dans son existence, comme de manger,
dormir, se vêtir, etc. Et je pense que c'est un peu le cercle, comment dire, Vicieux, c'est ça. C'est que ceux qui auront pas beaucoup de moyens, etc., vont avoir une palette de difficultés avec eux, et ceux qui auront des moyens, ils auront avec eux un cercle vertueux avec une palette aussi de possibilités dont je sais pas si je m'exprime bien, si c'est compréhensible, mais non, je pense que c'est bon, on va comprendre. Mais voilà. Bon, maintenant, alors, ouais, tiens, bah les gens justement, t'en avais parlé un peu, genre entre entre les Français et ceux, les Congolais, quoi. Lesquels sont les plus ouverts, genre c'est comment en fait? Genre ton ressenti entre les deux. Je te demande pas c'est lequel le meilleur, vu que je pense pas que tu arriveras à trouver c'est lesquels les meilleurs. Puis chacun ses avantages, chacun ses défauts. Mais c'est genre, est-ce que t'as plus d'affinité avec les Français que Français pas forcément de souche, hein, Français que ce soit des Français d'origine congolaise ou Français d'origine maghrébine ou Français d'origine asiatique, bref, des Français quoi. Ou est-ce que t'as plus d'affinité avec les Français ou plus d'affinité avec ceux du pays et genre voilà quoi. Comment ça se passe? Comment c'est? Moi j'ai plus d'affinité humainement avec des personnes avec lesquelles je peux avoir une conversation, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, c'est difficile de généraliser. Tu vois, autant il y a les Français au sens large, c'est pas forcément avec tout le monde. De même, Congo, c'est pas forcément avec tout le monde. Mais je me suis facilement entendue, en tout cas avec les personnes du Congo. Je les ai trouvées ouvertes dans les discussions, etc. Comparé aux Français comparé aux Français, non, ça dépend en fait. Ça dépend vachement. Dépend vachement. Je peux pas faire de généralité vraiment, puisque c'est vraiment pour le coup au cas par cas, quoi. C'est comme. Ouais. C'est comme Mais après, genre, il faut se le dire quand même, tu vois, nous entre Français, tu vois, par exemple, entre Français qui sont pas Français de souche, souvent. En vrai, si on habite dans les mêmes milieux sociaux, c'est vrai qu'il y a plus d'affinité, quoi, quand même. Oui, ça se passe mieux que même parfois, avec des gens de ton pays, quoi, qui sont nés au pays et qui ont grandi au pays. C'est pour ça que j'ai dit c'est vraiment au cas par cas, parce que pour le coup, tout ce qui est affinité, c'est très subjectif. Ça dépend pas juste des points, ça compte les points communs, etc. Mais c'est aussi la personnalité, plein de paramètres qui rentrent en compte, tu vois. Ouais. Je pense que l'ouverture d'esprit, c'est pas quelque chose forcément qui est lié à un milieu social. Je pense que l'ouverture d'esprit, c'est une démarche personnelle déjà. Tu peux être de n'importe quel milieu social si tu veux connaître les autres, etc. Être ouvert d'esprit, c'est quand même un minimum syndical. Ouais. Mais justement aussi, ce fait-là que j'aime bien poser ces questions aux interviewés, ce fait-là que y ait plusieurs origines en France, est-ce que genre toi ça te perturbe ou non? Pas spécialement ou pas du tout, quoi. Non. Non, pas du tout. Je sais qu'il y a cette idée résiduelle, je dirais, de personnes qui parlent de grands remplacements, par exemple, etc. Ouais. Je dirais que on est dans une société assez multiculturelle, que ça plaise ou non d'ailleurs, avec la mondialisation, le fait que les gens ils bougent d'un endroit à un autre, à moins de vivre en autarcie, de fermer ses frontières, d'interdire aux gens de rentrer, d'interdire aux gens de sortir, c'est aujourd'hui presque impossible d'empêcher le fait que les gens aillent d'un point à un autre, qu'ils viennent d'ailleurs ou qu'ils viennent je sais pas comment dire, mais pour moi je suis pas contre, vu que c'est comme ça que la société elle est aujourd'hui, et je le vis bien. En fait, je vois pas le problème à ça, tu vois. Justement, l'avantage aussi de pouvoir de ce multiculturalisme, c'est de pouvoir justement être ouvert d'esprit, parce que justement t'es confronté à des personnes différentes qui vont penser différemment ou qui vont avoir des cultures différentes. C'est le fait de justement pouvoir communiquer, partager, qui peut en fait faire que justement on se comprenne mutuellement et qu'on se dise la personne en face de moi elle est pareille que moi.
Bon, certes, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même façon d'être, on n'a pas forcément la même, je sais pas, on n'a pas forcément la même, la même histoire, le même passé. Mais c'est une personne humaine comme moi, qui est capable de penser, comme moi, qui, en fait, il y a des points en commun, comme il y a des différences, et c'est ça qui est intéressant, justement. Mais genre aussi, justement, là, ce que tu soulignes, c'est intéressant, vu que, tu vois, quand tu parles des pays qui vivent en autarcie, par exemple, prenons un pays genre le Japon. À ce que j'ai su, au Japon, bon, c'est vrai qu'ils sont pas non plus ultra fermés, mais bon, tu vois, il y a pas autant de gens d'origine différente qu'en France. Genre, le fait même que à Londres, et genre, bah, rien que entre la France et au Japon, moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui disent que au Japon, ils ont moins été, ils ont moins subi de racisme que en France, tu vois. Et toi, genre, t'expliquerais ça comment, en fait? Vu que eux, j'ai pas d'explication, j'avoue que j'ai pas d'explication. mais tu Après, je pense que c'est aussi, une démarche enfin, c'est comme, ça en revient à ce que je disais, c'est une démarche personnelle. C'est aussi les gens, est-ce que eux-mêmes ils veulent être ouverts? Parce que tu peux aussi être confronté, entre guillemets, à de la différence et en fait, dans ta logique, c'est quelque chose d'inadmissible, quelque chose que tu ne veux pas, en fait. Et du coup, oui, forcément, quoi que tu fasses, en fait, vu que la personne, elle est hostile à ça, il n'y a rien que tu puisses faire pour le faire changer d'opinion, puisque on peut pas changer, je pense qu'on peut pas changer la manière de penser des gens. C'est eux-mêmes, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, qui peuvent penser, qui peuvent changer de manière de penser, mais individuellement, en tant que personne, tu vas jamais pouvoir changer, ça. On va pas pouvoir changer le monde, clairement. Mais genre, justement, tu vois, c'est assez cocasse, vu que même j'en avais parlé avec quelqu'un, et genre, bah, lui-même, c'est lui-même qui m'avait fait cette remarque, c'est que tu vois, des pays comme le Japon, il y a pas beaucoup de gens d'origine qui sont variables, et même genre au pays, si tu vas par exemple alors que t'es un blanc, vu que j'en ai connu, tu vois, des blancs même âgés qui sont en Afrique, eux ils ont pas subi de racisme ou de problèmes un peu discriminatoires comme en France, quoi, tu vois. Après, en vrai, on peut pas non plus, je pense que ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'on peut jamais faire de généralité. Oui. Chaque personne, même d'une personne à une autre, hein, même de n'importe quelle origine qu'elle va avoir, quand elle va être placée dans une situation, elle vivra jamais la même chose qu'une autre. Parce que chaque personne est unique, chaque personne a son histoire, donc les vécus sont différents. Donc c'est pas parce que par exemple une personne n'aura jamais vécu de racisme dans sa vie qu'une autre avec les mêmes, on va dire la même apparence, n'en vivra jamais non plus. Après, je pense que la problématique de l'ouverture d'esprit, même du racisme, c'est une problématique qui va certainement jamais finir, puisque c'est quelque chose qui a toujours, pour moi, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Après, l'avantage aujourd'hui, c'est que grâce aux ressources dont on dispose, notamment Internet, on peut s'éduquer, on peut apprendre des choses, mais après c'est une question de volonté aussi. Il faut que les gens veuillent faire des efforts, il faut que les gens juste s'intéressent à ça, il faut que les gens... Enfin voilà, tu vois, c'est ce qu'on en revient à la même chose, c'est une démarche personnelle. Après, si les gens veulent continuer à être fermés ou racistes, c'est leur décision, c'est leur choix, tu vois. Pour moi, c'est dommage, mais c'est la vie. Ouais. Bah, après, tu vois, ça, moi, c'est une des raisons, tu vois, l'une des raisons, hein, c'est pas même la raison la plus grosse, qui fait que, tu vois, moi, à titre personnel, je me vois pas vivre toute ma vie en France. Toi, tu te vois vivre toute ta vie en France ou, genre, tu penses qu'au bout d'un moment, va falloir que tu bouges, quoi? Moi, je pense que ça dépend. Après, à part le racisme, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui existent. Comme par exemple, je sais pas le terme exact, si c'est du tribalisme ou je sais pas. Tu peux être par exemple dans un même pays, mais être rattaché à une région ou à un coin, entre guillemets, et ne pas vouloir te mélanger non plus. Alors que vous êtes du même, soit du même pays, soit du même continent, ou du moins vous avez des caractéristiques
que ce soit physique ou culturelle commune, mais pourtant il y a une scission qui existe. C'est quelque chose aussi qui existe. Je sais pas si c'est dans tous les pays du monde ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui peut être aussi embêtant, tu vois. Même, je sais pas, donc au-delà de la problématique même du racisme. Et est-ce que moi je me vois vivre toute ma vie en France? J'avoue que je ne sais pas. Aujourd'hui on a la chance, grâce au métier ou même avec le Covid qui a en fait modifié nos manières de travailler, on a la possibilité notre vision aussi, on a la possibilité de télétravailler. On est une génération, en tout cas nous les jeunes, on aime bien changer. C'est ce qu'on nous dit, on se voit pas 10 ans, 20 ans dans le même travail, faire les mêmes choses, etc. Donc de là à dire est-ce que je me vois toute ma vie vivre en France, je ne sais pas. Peut-être que dans 5 ans j'aurai envie de bouger, j'aurai envie de travailler ailleurs, peut-être que je sais pas. Ouais, mais clairement on est bien d'accord. T'as envie de sortir de la banlieue, quoi, de la cité. Tu voudrais être dans une ville quand même qui est bien plus normée, on va dire, plus calme, quoi. Même si c'est vrai que la banlieue là où on est, c'est pas non plus une banlieue très chaude, hein. Non, on est dans une banlieue calme. Ouais, ça va en vrai. Même ça s'est calmé, mais bon, parfois il y a des trucs bizarres. Mais même au niveau de la mentalité des gens que tu côtoies tous les jours, tu vois, les gens de ta ville et tout, clairement, on est bien d'accord, toi tu voudrais quand même au moins non pas sortir de la France, mais sortir du lieu là où on est, quoi. Oui, après je pense que partout il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Moi je me dis j'irai là où je me sentirais bien. C'est ce que je me dis à chaque fois. Si je me sens bien quelque part, je reste. Si je me sens pas bien quelque part, je pars. Ça vaut dans tous les domaines. Vu que moi, honnêtement, je sais pas comment toi tu fais, mais je sais pas si c'est puisque toi t'es pas comme moi, par exemple, qui est plutôt casanier entre guillemets, mais moi ici, rester ici pendant pas mal d'années, sans même sortir, sans aller en Afrique. Moi, je vais pas te mentir, ça commence à faire quelque chose dans ma tête, quoi. Pas que je pète un câble, mais ça déprime, quoi. Je vais pas te mentir. C'est vrai qu'on n'est pas non plus dans une banlieue de fous furieux. Une banlieue type avec un gars de la fac, de ma promo de fac que j'avais parlé et qui, lui, il habite dans une banlieue tous les jours. Je sais pas s'il se rend compte, mais même tous les jours même pas tous les jours, mais les jours là où je lui parle, vraiment, tout le temps il me dit des dingueries, quoi. Je sais pas s'il se rend compte à quel point ce qu'il me dit c'est affreux, quoi. Même ça m'attriste et tout. Mais clairement, et surtout que le pire, c'est que tu vois, les banlieues, la plupart des enfants comme nous, qui sont nés, qui sont nés dans un pays là où ils sont pas originaires, la plupart, ils vivent en banlieue, quoi. Pas tous, hein, vu que j'en ai quand même croisé qui vivaient dans des quartiers, qu'ils étaient bien, hein, vraiment, qu'ils étaient vraiment bien en France. Mais la plupart, ils vivent dans des banlieues plus ou moins potables, quoi. Tu vois. Oui, après ça, c'est vraiment malheureux. Je pense qu'il faut avoir aussi la chance de pouvoir s'en sortir, tu vois. Ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir le choix, tu vois. Si tu as le choix de où tu vas habiter ou quel métier tu veux faire, ou si tu as une certaine liberté ou même le pouvoir de choisir, c'est quelque chose qui est très important. Et après, bon, la vie, généralement, elle est difficile, hein, pour tout le monde. Y a toujours des paramètres qu'on n'a pas choisis, ou des paramètres qui peuvent être difficiles. Je pense que la vie, elle est de manière générale difficile, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas simplement lié à la banlieue. C'est comme ça, la vie, elle est difficile. Après, vraiment, ce qui compte, ce qui est vraiment souhaitable, c'est de pouvoir choisir. C'est vraiment ça. Parce que quand tu as le choix, tu vas pouvoir quitter une situation qui te plaît pas. Tu vas pouvoir quitter quelque chose où t'es pas bien. Mais si t'as pas le choix et que en plus la vie t'as pas fait que des belles surprises, là c'est vraiment très très compliqué, ça c'est sûr. Mais justement, moi, franchement, pour ce genre de raison, vu que moi, c'est vrai que, tu vois, moi, ça m'a pas non plus anéanti la banlieue, mais toi, t'es rayonnante, tu vois, t'es vraiment bien ici en France, je trouve.
Alors que moi, genre, quand je suis ici, c'est pas que je suis mal, hein, mais genre, je suis clairement moins bien que quand je suis en Afrique, quoi, tu vois. Mm. Et toi, genre, c'est puisque tu t'es bien entouré, etc., etc., ou, genre, je sais pas, Oui, c'est je une autre pense raison, quoi. que l'entourage, ça joue. Après, je pense que aussi, il faut peut-être pas euh, se limiter à des apparences. Je pense que tout le monde a des situations difficiles dans sa vie. Tout le monde fait face à des situations. Après, c'est aussi une question de positionnement. Est-ce que Mhm, tu vas donner de l'importance à ce qui est négatif? Est-ce que tu vas donner de l'importance à ce qui est positif? Est-ce que mhm, tu vas te concentrer sur ce qui fonctionne ou pas? Est-ce que il y a plein de paramètres. Après, de toute façon, tu sauras jamais vraiment, à moins d'être la personne concernée, t'auras toujours l'impression que l'autre à côté est bien. Est-ce que mhm, c'est le cas? Pas forcément. De mhm, même que tu peux aussi avoir des choses qui fonctionnent de ton côté. Tu peux avoir tout qui va, la santé, la famille, l'entourage, le travail, et quand même être très malheureux. mhm, Ça, c'est un fait aussi. C'est aussi un positionnement personnel face à cette situation. Après, malheureusement, oui, il y a des situations qui sont malheureusement très difficiles, incurables, tout ce que tu veux. Et dans ce cas, oui, ben, malheureusement, dans ces situations-là, il n'y a pas de porte de sortie ou d'issue. Mais voilà. mhm. Mais du coup, genre, en termes de garçons, genre, entre ceux du pays et ceux... Non, même pas ceux du pays, mais genre, est-ce que, genre, tu trouves pas que les gars qui qui sont allés dans leur pays, tu vois, quand tu les, genre, dans un rapport on va dire, de drive, etc., quoi, genre, voilà, vous essayez de tchatcher, etc., etc. Est-ce que tu penses pas que les garçons qui sont allés dans leur pays d'origine, pas forcément, tu vois, des Congolais ou des Africains qui sont retournés dans leur pays d'origine, mais même que ce soit un Maghrébin ou même, je sais pas, un Asiatique ou un mec qui vient d'Amérique latine, qui est d'origine d'Amérique latine, il y est allé au moins une fois, tu vois. Est-ce que tu sens une différence ou pas? Genre, dans leur fonctionnement, dans leur Euh, agissement, même dans leur mental, dans leur vision de la vie en fait. Est-ce que genre tu sens qu'il y a eu quelque chose, il y a quelque chose de différent, tu sens qu'ils sont plus ambitieux ou euh, je dirais que oui et non, ça dépend. Général, j'ai pas vu tant de personnes que ça. Enfin, je connais pas énormément de personnes non plus. oui, Mais de ce que j'ai vu, oui, il y a des personnes qui sont aussi plus battantes parce qu'elles sont parties dans leur pays d'origine. Après, ça dépend. Mais c'est vrai que tout dépend déjà du pays d'origine en question. Mais c'est vrai que si par exemple on est dans un pays d'origine où les conditions elles sont très difficiles, mhm, où en fait la vie est difficile, où il n'y a pas le même entre guillemets confort qu'ici, une personne elle sera forcément plus battante parce qu'elle aura vu que ben ailleurs, avec peut-être moins de moyens ou peut-être moins de chance, les personnes s'en sortent pas forcément bien ou peuvent en fait être plus heureux qu'ici par exemple. mhm, Le fait de voir certaines situations difficiles et de se dire on a de la chance, oui, ça renforce, ça donne plus, ça donne on peut constater un côté un peu plus combatif parce que justement, personne n'aura vu autre chose. mhm. Mais au niveau genre du travail, c'est quelles ont été tes difficultés? Genre, est-ce que toi, comme avec Divan, est-ce que genre toi tu mets ta photo dans ton CV ou pas? Ou Mm, genre ça se passe comment même l'entretien d'embauche? Est-ce que c'est difficile et tout en tant que noir qui est en France, même si tu es né même si t'as grandi en France et même on peut dire entre guillemets on t'assimile comme bah une personne qui est d'origine congolaise mais qui est née en France quoi. On t'assimile à ça même si c'est pas vraiment le cas quoi. Genre est-ce que toi mm. c'est difficile ou Pour la question du CV, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vrai que moi j'alterne. Des fois je mets tu ma mets la photo, des photo et fois je la parfois mets non? pas Et pourquoi? parce que j'ai pas de raison particulière. Des fois, je me dis, bon, bah, au moins, en mettant ma photo, la personne en face, elle sait à quoi s'attendre. J'aurai pas Hmm, de mauvaise surprise ou.
Et toujours, je pense, dans l'aspect professionnel ou même dans la vie de tous les jours, peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais dans l'aspect professionnel, je peux toujours redouter un peu qu'il y ait du racisme ou d'être discriminé, ou qu'il y ait des a priori, etc. D'un côté, ne pas mettre sa photo, ça donne l'avantage de se dire ben, la personne, elle me verra bien en face, elle aura pas d'a priori, elle me donnera plus peut-être sa chance. Mettre sa photo, ça peut permettre d'écarter des personnes qui de toute façon ne te donneraient pas ta chance. Voilà, c'est ça. Donc il y a les deux aspects. Moi je me dis, je mets toutes les chances de mon côté, je fais les deux. Voilà. Je fais les deux, ok. Et même, bah tiens, vu que toi t'es en fonction, genre, ça se passe comment au travail? Est-ce que genre t'as été une fois discriminé ou non? Non, j'ai la chance, pour l'instant, j'ai pas vécu de discrimination au travail. Ok. Bon bah, je crois que là on est bon pour l'épisode, hein, à part si t'as des questions à me poser. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé. Hein. Okay. Bah, merci Alex d'avoir participé au podcast. Là, bah, la prochaine fois, bah, vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes. Si vous voulez checker bah, les livres de ma sœur, c'est toujours disponible. Hein, c'est sur la Fnac même ou pas? Oui. Ouais, c'est sur la Fnac. Si tu veux, tu pourras mettre les liens. Ouais, si tu veux, tu peux même expliquer quelques synopsis de certains de tes livres qui sont sortis. Bah, tu veux les dire ou genre un au moins, par exemple, le livre inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Tu veux dire vite fait de quoi ça parle ou pas? Après, celui-là, il est plus disponible. J'avais retiré. Avant, tu l'avais retiré? Oui, mais il y a un livre que j'ai fait dernièrement qui parlait de la thématique du passé et comment il peut être en fait comment le fait de vivre avec son passé peut être soit handicapant ou soit impacté en fait sur le présent et sur le futur. Et j'expliquais l'histoire de deux personnages différents mais qui ont vécu toutes les deux un passé assez traumatisant. Ok. Mais même justement, j'ai oublié de poser cette question. Au niveau des maisons d'édition, est-ce que c'est compliqué ou pas Oui, je pense. Le monde de l'édition, c'est assez compliqué. Est-ce que ça influe ou pas? Ça, c'est une question. Tiens, c'est juste parce que je suis curieux. Est-ce que ça influe ou pas les maisons d'édition, le fait que tu sois une femme noire? Est-ce que ça influe? Non, je pas pense du tout. Pas. Je pense pas. Je pense que ce qui est déterminant aussi, c'est le dossier. Oui, et puis je pense qu'une maison d'édition, au même titre qu'une entreprise, en fait, c'est une entreprise. Toutes les entreprises, elles ont une recherche de rentabilité et de profit. Donc, quelque part, c'est toujours un calcul sur, je suppose, c'est toujours un calcul sur l'avenir. Est-ce que le produit va être rentable ou non? Mais tu sais que genre, moi, vu que tu vois, j'ai fait un manga et tout, et je me suis quand même intéressé, je m'intéresse quand même à ce monde-là, à ce milieu-là, parce que je suis, tu vois, genre pour des mangaka français, eux, genre ils font un contrat, tu vois, une certaine quantité de tomes de leur série. Mais le problème étant que si la série, le premier tome par exemple, ou le deuxième tome, il s'écoule pas assez alors qu'ils doivent continuer, ils ont un contrat de 5 tomes, si c'est pas rentable, le contrat, tu vois, il cesse. Est-ce que j'ai pu comprendre? Est-ce que genre c'est pareil ou pas les livres? Je sais pas, parce que moi j'ai pas conclu de contrat sur plusieurs tomes. Je sais pas comment ça fonctionne de ce point de vue-là, mais je pense que c'est un peu dans la même logique de ce que j'ai dit tout à l'heure. La rentabilité, c'est très important. C'est quelque chose qui est très important. Après, aujourd'hui, quand même, il y a la chance de pouvoir, par exemple, s'auto-éditer. Il y a la possibilité, par exemple, avec les réseaux sociaux, de mettre en avant son produit, de pouvoir, faire sa propre pub et aussi s'auto-éditer et s'auto-commercialiser soi-même. Donc, ça veut dire que ça laisse une marge quand même d'autonomie, ça laisse une marge en fait, il y aura personne qui va t'empêcher de faire ton truc. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir, même si, admettons, par exemple, dans le cas du mangaka dont tu as parlé, du contrat, si par exemple la personne, son contrat est
arrive à terme où est rompu, indépendamment par exemple de sa volonté, la personne peut ensuite quand même faire exister son projet, elle peut quand même s'auto-éditer dans la mesure du possible, mais aujourd'hui il y a la possibilité de se former, il y a la possibilité de diffuser son canal à large audience si c'est le souhait, si c'est son souhait en fait. Du coup, c'est tout de même intéressant. Mais toi, t'avais déjà auto-édité un de tes livres, non? Non, pas pour l'instant, mais peut-être un jour, oui. Ouais, vu que j'en connais, tu vois, qui auto-éditent. Et même, heureusement, en quelque sorte, vu que, tu vois, leur contenu, leur produit, il est vraiment très, très intéressant. Et même dans le marché, c'est le meilleur, tu vois, du marché. Ça, je fais référence à un manga. Moi, je l'ai pas encore lu, mais à ce que j'ai su, il fait partie du top du top. C'est un manga qu'il avait fait, le mangaka français Jigito. Et genre, lui, il avait auto-édité puisque, à ce que j'ai pu comprendre, toutes les maisons d'édition, quand ils avaient proposé son dossier, ils avaient tous refusé, en fait, tu vois. Mais justement, c'est un problème. Et toi, est-ce que, genre, en sachant ce genre de problème, tu comptes pas juste tout simplement auto-éditer? Je pense que ça dépend du souhait de la personne. Il y a des personnes qui veulent pas du tout. Moi, et toi? Moi, à titre personnel, je pense que si je m'auto-édite, c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire, parce que pas parce que tu es contraint, quoi. Pas parce que j'y suis contrainte. Enfin, si j'y suis contrainte, je le ferai aussi. Mais disons que l'auto-édition, c'est bien aussi parce que c'est toi qui décides de A à Z ce que tu veux faire de ton projet. Par exemple, il y aura personne d'autre qui va, par exemple, t'imposer un critère ou un autre, ou t'imposer, je sais pas, puisque généralement, quand tu conclus un contrat, il y a des concessions réciproques qui se font. Donc, quand c'est toi-même qui dirige ton contrat, t'es un peu le patron et c'est un peu toi qui fais ce que tu veux. C'est un peu, par exemple, pour donner un exemple concret, c'est un peu comme être salarié et être auto-entrepreneur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'auto-édition. De même que tout le monde n'est pas fait pour être auto-entrepreneur. Oui, auto-entrepreneur. Donc, c'est vraiment... je pense qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est bien que cette possibilité existe. Ok, ça marche. Là, je pense que cette fois-ci, on peut clore. Du coup, c'était tout pour l'épisode 4 avec ma sœur. Merci pour sa participation. Si vous voulez voir plus de contenu, il y a d'autres épisodes que j'avais fait avec Dian ou bien les youtubeurs. Dian qui est mon frère, avec les youtubeurs Emric et Tony. Et pour ceux qui sont intéressés, moi j'ai fait un manga, il est gratuit sur mon site. C'est un manga sur le graffiti, il y a plus de 80 pages. Voilà, c'était tout pour l'épisode. À la prochaine.